parce qu'il y a eu dans le passé quelques affaires rebondissantes, eh bien, il y a une chasse aux sorcières sur ces Interpol. La police israélienne aussi, je peux vous dire que une des unités d'élite de la police israélienne a un département qui ne s'occupe que des Français. Nous avons le plaisir d'être en ligne maintenant avec David Fall. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat, pénaliste, et avec vous, je voudrais que nous traitions d'un sujet qui est d'actualité, on va dire, brûlante, les demandes d'extradition de deux citoyens franco-israéliens qui sont accusés d'avoir réalisé toutes sortes d'infractions, on va dire, à la loi. Est-ce qu'il s'agit d'arnaque ou de quel style d'arnaque? Peut-être vous allez nous l'expliquer, mais en tout cas, une demande d'extradition vers la France, et je voudrais qu'on parle, on en profite pour parler un peu de la situation de réciprocité aujourd'hui entre la France et Israël au niveau des extraditions. On en a parlé à plusieurs reprises ces dernières années lorsqu'il y a eu d'autres grandes affaires qui ont été évoquées. Je voudrais qu'on fasse le point avec vous là-dessus. Alors, d'abord un rappel sur les accusations qui sont portées contre vos clients. Un des deux clients de vos deux clients est menacé d'extradition en France. Bon, alors on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. La première chose, c'est de vous dire, il est absolument important de préciser que c'est pas parce qu'ils sont sous le coup d'une demande d'extradition qu'ils sont coupables. Oui. Ils ne sont à ce stade que soupçonnés de faits d'escroquerie qui devront être largement prouvés à un moment ou à un autre. Mais il est important de dire que la décision qu'il y a eu il y a 3 jours de les déclarer extradables et pas de les extrader, c'est quand même une différence, n'entraîne pas le fait d'établir une culpabilité par rapport à ces deux personnes. Donc ça, c'est important de le préciser. Il n'y a pour l'instant que des soupçons. L'extradition a été demandée pour justement poursuivre l'enquête en France. Les faits auraient été réalisés ici en Israël avec des conséquences en France. Mais c'est très important de préciser aux auditeurs que pour l'instant, ils ne sont absolument pas accusés, ils ne sont même pas, on va dire bien évidemment condamnés, ils ne sont qu'au stade des soupçons et tout est encore à vérifier, ce qui est, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, absolument en contradiction totale avec la loi de l'extradition ici. Alors justement, quelle est cette loi et quel genre d'extradition elle permet en direction de la France, on va dire? Alors, pour faire ça assez simple, ce qui se passe, c'est que Israël est signataire depuis 1967 d'une convention d'extradition européenne. Les pays d'Europe n'extradent pas leurs ressortissants. Quand l'Europe s'est créée, ils ont trouvé un accord où ils ont dit que s'il y avait des demandes d'extradition d'un pays européen à un autre pays européen, alors chacun pouvait se tourner vers l'autre et demander donc l'extradition d'un coupable ou d'un soupçonné ou de quelqu'un qui doit réaliser une peine de prison. Et Israël est venu, j'imagine à l'époque par manque de légitimité internationale, est venu adhérer à cette convention, malgré qu'elle ne soit pas, Israël n'est pas dans la communauté européenne, dans l'Union européenne, et ils ont adhéré. Au jour d'aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que Israël a pratiquement très peu d'avantages à être dans cette convention, et on a tous les inconvénients. Alors, dans le cas qui nous intéresse, la France a demandé l'extradition de 2 franco-israéliens sur la base de certains soupçons d'arnaque. Là-dessus, le tribunal Mechozi de Jérusalem, qui est l'autorité compétente dans ce domaine, les a déclarés après presque 1 an et quelques de procédures extradables, mais pas, encore une fois, extradés. Et nous avons la possibilité de monter en appel à la Cour suprême à l'Elyonne. Et puis, même si c'est confirmé, la
signature finale est dans les mains du ministre de la Justice qui devra valider ou pas cette procédure et cette extradition. Alors oui. Concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans les relations entre la France et Israël sur le plan juridique au niveau des extraditions? Parce qu'on parle souvent de l'extradition, on va dire, de citoyens binationaux qui sont ils sont en Israël, qui ont trouvé refuge, on va dire, en Israël, après avoir commis des arnaques en France, ou alors même des citoyens binationaux qui ont commis leurs méfaits, on va dire, apparemment en Israël. Est-ce que les choses ont changé au cours des dernières années au vu de la répétition de ce cas de figure? Est-ce qu'il y a une réciprocité entre la France et Israël au niveau de l'extradition de suspects? Bon, alors 3 points. Le premier point dont il faut parler, c'est que les mesures d'extradition entre la France et Israël ont toujours existé depuis Israël est signataire, je vous l'ai dit, en 1967. C'est un mythe de dire qu'il n'y a pas d'extradition et qu'Israël n'extrade pas vers la France. Il y a des dossiers assez fréquemment et des demandes d'extradition de la France vers Israël. Je crois qu'il doit y en avoir à peu près entre 3 et 4 par an, à peu près. Ce qui est très important vu qu'Israël reçoit des demandes d'extradition de nombreux pays dans le monde. Mais je crois que la France est vraiment la superstar ici en Israël en demande d'extradition. Ça, c'est une première des choses. Donc, ça a toujours existé. Là où ça a changé, et il faut le préciser, c'est que s'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on recherchait, la France déposait des demandes d'extradition, surtout pour des dossiers de crimes de sang. Des gens qui avaient, par exemple, commis un délit, un meurtre en France et s'étaient enfuis en Israël. Alors, la France demandait l'extradition. Deuxième configuration, des Français, parce qu'en France, on peut être jugé donc par défaut, sans présence, on peut même avoir une peine. Donc, la France demandait à Israël, à ceux qui s'étaient enfuis en Israël pendant leur procès ou juste après leur procès, de les ramener pour qu'ils puissent purger leur peine. Alors, depuis maintenant une dizaine d'années, on assiste à quelque chose qui est complètement nouveau, puisque la France demande de plus en plus d'extradition de franco-israéliens sur les affaires dites de col blanc, qu'on appelle donc arnaques et escroqueries. Les différentes arnaques, oui, dont on a parlé. Financières. Et de plus en plus, et on le voit, et c'est le cas justement de ce dossier dont je m'occupe en ce moment, si on parlait avant d'arnaques et d'escroqueries à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, au jour d'aujourd'hui, on a des affaires, mais beaucoup plus modestes. Il arrive justement dans le dossier dont je m'occupe, où le préjudice qui a été causé, ou qu'on prétend qui a été causé, se monte à peu près à 90 000 euros. Ah oui. On est très très loin des 10 et 15 et 30 et 50 millions d'euros dans les dossiers précédents. Alors David, est-ce qu'il y a cette réciprocité? Est-ce que Israël peut exiger et obtient des extraditions de citoyens israéliens de France vers Israël? Alors voilà, ça c'est le problème. La loi sur l'extradition israélienne impose un principe de réciprocité. Il n'existe absolument pas entre la France et Israël. La France, c'est clair, net et définitif, n'extrade pas ses ressortissants en Israël, même si Israël et la France font partie de la même convention européenne sur l'extradition. Par contre, Israël le fait. Israël extrade ses ressortissants sans aucun problème. Elle y met même, à mon avis, un zèle qui est assez intolérable. Et la France n'extrade pas. Pourquoi il n'y a pas cette réciprocité? Tout simplement parce que lors de la signature sur ce traité, chaque pays, je vais essayer de vous le faire très facilement, mais chaque pays peut émettre une réserve. Et une des réserves de la France quand elle a adhéré à cette convention européenne, c'est de dire que si c'est un ressortissant à elle, alors à ce moment-là, elle a le droit de refuser. C'est-à-dire qu'elle se donne le droit de refuser. Ce n'est pas automatique. Israël n'a pas fait cette réserve-là. Et par contre, à l'endroit où elle peut refuser, où elle peut accepter, malheureusement, depuis de nombreuses années, elle ne fait pratiquement
qu'accepter. Il n'y a pas de réciprocité entre les deux et c'est très problématique. Et je vais vous dire autre chose. J'ai aussi, dans mes recherches assez récemment, trouvé un exemple. Je savais que la France n'extrade pas ses ressortissants. Je donne un exemple. Si demain, un franco-israélien, que Dieu préserve, je ne veux pas donner d'idée, mais c'est juste pour les besoins de la compréhension, si quelqu'un commet un crime en Israël et qu'il est franco-israélien, s'il part en France, eh bien, il ne sera jamais extradé en Israël, même si c'est très, très grave. La France pourra le juger en France si, parce qu'il est citoyen français aussi. S'il y a une plainte qui est déposée. Et c'était le cas il y a encore quelques temps comme ça. Ça veut dire qu'un franco-israélien qui part en France ne peut pas être extradé en Israël. C'est clair, c'est net. Maintenant, pire que ça, il y a peu de temps, il a été rendu un arrêt par la cour d'appel de Colmar, enfin il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, où un Israélien s'était enfui d'Israël en France. Un Israélien à l'époque était mineur, mais qui était soupçonné de délits sexuels, qui a été condamné pour ces délits sexuels, donc il n'avait pas du tout la nationalité française. Eh bien, la cour d'appel de Colmar a refusé l'extradition à la France. Alors qu'il n'était pas français. Tout à fait, tout à fait. J'ai le jugement en main, j'ai la traduction du jugement. Donc c'est une véritable question de principe du point de vue des autorités françaises. Oui, la France n'extrade pas. Mais par contre, encore une fois, je vous dis, les juges d'instruction arrivent en Israël et très souvent, ils viennent ici en collaboration de la police israélienne enquêter, interroger les gens. Ils sont vraiment, et je peux le dire sans problème, ils sont vraiment chez eux ici. Ils viennent très souvent, les juges d'instruction viennent très souvent, la police française vient très souvent. La collaboration entre Israël et la France, enfin plutôt d'Israël avec la France, est exceptionnelle. Dans l'autre sens, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Alors, une dernière question, David. Au niveau des polices, est-ce que les multiples affaires d'arnaque dont on a beaucoup parlé, Carbone 14 et toutes les affaires d'arnaque célèbres de ces dernières années entre Israël et la France, est-ce que cela a amélioré la coopération au niveau policier entre les polices françaises et les polices israéliennes? Est-ce qu'il y a une coopération plus concrète et plus efficace? Il y a toujours eu une collaboration entre la France et Israël. Il y a aussi un traité de collaboration judiciaire. Donc, les polices s'entraident l'une vers l'autre. Ça a toujours existé. Maintenant, il est vrai que la chose dépend de beaucoup de critères. Si je suis un juge d'instruction et que je suis très bien reçu en Israël et qu'on me permet bien de faire mon travail dans les meilleures conditions, il est vrai que je vais enquêter plus d'affaires israéliennes, celles qui vont arriver sur mon bureau, entre 2, 3, 4 pays où, en tant que juge d'instruction, j'ai besoin d'enquêter. Si j'ai besoin d'enquêter en Israël, je préfère en Israël parce que je vais y être bien. On va me mettre à ma disposition toute la logistique pour pouvoir faire mon travail. Alors, il y a depuis quelque temps, et ça c'est vrai, Daniel, il y a une espèce de chasse aux sorcières. Parce que c'est vrai, il y a eu des dossiers d'arnaque, mais ça, il y en a partout des dossiers d'arnaque. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a en Algérie, chasse aux sorcières, il y en a en Tunisie. Chasse aux sorcières, bien sûr, c'est une chasse aux sorcières sur ce qu'on appelle les call centers. Les call centers, c'est quoi? Ce sont des plateformes où les gens téléphonent et font du marketing par téléphone. Beaucoup d'entreprises françaises, pour des raisons financières, bien sûr, délocalisent leur center call. Alors, là où il y a, on va dire, de la main-d'œuvre et surtout des gens qui savent parler la langue française sans aucun accent. Alors, Israël, bien sûr, on a ici beaucoup d'Olim Khadashim qui n'ont pas de travail au début et qui veulent travailler dans leur langue, mais encore une fois, ces call centers existent au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, et c'est un petit peu la même chose. Mais ici, parce qu'il y a eu dans le passé quelques affaires rebondissantes, eh bien, il y a une chasse aux sorcières sur ces center calls. Ça veut dire la police française et les cibles dans une forme dans un collimateur? Oui, tout à fait, sans aucun doute. La police israélienne aussi, je peux vous dire que une des unités d'élite de la police israélienne a un département qui ne s'occupe que des Français.
que des Français qui font cette activité-là de marketing par téléphone, de façon à scruter tout ce qui est en train de se faire. Ça peut passer par des écoutes téléphoniques, voir comment se passe le circuit de circulation de l'argent qui est produit dans cette activité. Et il y a vraiment une chasse aux sorcières. Ça veut dire que mais une précision, David, c'est illégal? Ce n'est pas illégal, ces activités? Absolument pas. Non, absolument pas. Il y a des grandes entreprises françaises, dont je ne peux pas vous dire le nom, mais qui délocalisent justement leur plateforme téléphonique. Quand vous appelez un service technique, quand vous appelez un grand opérateur, eh bien, vous arrivez des fois en Israël, des fois en Algérie, des fois en Côte d'Ivoire. Et c'est tout à fait légal. On est d'accord. C'est absolument légal. Et on peut très bien aussi, il y a d'autres sortes de call centers dont les gens ont une activité de commerce. Ils vendent des produits, des services, dans toutes les activités. Et c'est tout à fait légal, absolument légal. Donc, malheureusement, il suffit qu'en France, comme il peut arriver dans toute activité, 1, 2, 3 personnes se plaignent parce qu'ils ont reçu un mauvais service d'une de ces personnes-là. Tout de suite, ça éveille des soupçons, tout de suite, ça éveille des questions de légalité. Est-ce qu'on parle d'escroquerie? Et alors là, vous avez une machine qui se met en route contre justement ces call centers, et ça existe depuis vraiment des années. Et c'est pour ça, donc, pour répondre à votre question, qu'il y a une multitude de demandes d'extradition, mais surtout de coopération policière sur ce genre d'activité. Eh bien, Maître David Fall, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier important des extraditions, mutuelles, réciproques, pas toujours réciproques, on peut le dire, et également sur cette information concernant justement… Juste pour finir, oui. Daniel, je donnerai deux exemples pour illustrer ce que je dis par rapport au manque de réciprocité. L'affaire Lizitouni, les fuyards n'ont jamais été extradés. Israël n'a même pas demandé l'extradition puisque l'ambassadeur de France en Israël était monté au créneau à la presse israélienne et avait dit « Je suis désolé, on va s'occuper de cette affaire, mais on n'extradera pas nos ressortissants ». Donc, il avait été clair, Israël, par honte, n'a même pas demandé d'extradition. Et puis, pour finir, parce qu'il faut le préciser, en Israël, et je pense que je vous l'avais expliqué dans une précédente émission, il y a l'article 13 du Code pénal qui prévoit que si on atteinte à la vie d'un juif dans la diaspora parce qu'il est juif, eh bien, la loi israélienne peut s'appliquer. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Israël pourrait largement demander l'extradition du meurtrier de Sarah Halimi et afin de pouvoir le juger en Israël. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir la force de le faire, l'intention de le faire, le courage de le faire? Ça, c'est une autre question. Ce sont des données politiques. Merci beaucoup, Maître David Fall, pour toutes ces précisions. Bonne journée. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov.